El 7 de diciembre de 1941, el mundo presenció algo que cambiaría la guerra para siempre. Le 7 décembre 1941, le monde assista a un événement qui allait changer la guerre pour toujours. Sobre Pearl Harbor, cazas que parecían salidos de una pesadilla danzaban en el cielo con una agilidad imposible. Au-dessus de Pearl Harbor, des avions de chasse semblant sortis d'un cauchemar dansaient dans le ciel avec une agilité imposible. Eran los Mitsubishi A6M0 y acababan de anunciar su llegada al escenario mundial de la forma más brutal imaginable. C'était les Mitsubishi A6M0 et ils venaient d'annoncer leur arrivée sur la scène mondiale de la manière la plus brutale imaginable. Les pilotes américains ayant survécu ce jour-là racontaient des histoires qui semblaient délirantes. Ils parlaient d'avions japonais qui tournaient dans des espaces si restreints qu'ils défiaient les lois de la physique. Des avions montant verticalement comme des fusées, tandis que les pilotes américains luttaient pour conserver leur altitude. Des avions si légers et maniables qu'ils semblaient flotter dans l'air comme des libellules assassines. Le lieutenant John Touch, l'une des meilleures pilotes de la marine américaine, décrivit sa première rencontre avec un zéro d'une manière qui glaça le sang de tous ceux qui l'écoutèrent. C'était comme essayer de combattre un fantôme. Chaque fois que l'on pensait l'avoir dans la mire, il disparaissait simplement, tournait, glissait, montait, et soudain se retrouvait derrière vous, ce qui signifiait la mort certaine. Pendant les premiers mois de la guerre du Pacifique, le zéro japonais établit un record de domination aérienne sans précédent dans l'histoire militaire moderne. Les chiffres étaient terrifiants. Pour chaque avion allié abattu, les Japonais en détruisaient 10. 10. Ce n'était pas une bataille, c'était un massacre systématique. Les ingénieurs américains étudiaient frénétiquement chaque photographie, chaque fragment récupéré, chaque témoignage de pilotes survivants, cherchant à comprendre comment les Japonais avaient pu construire quelque chose d'aussi mortellement supérieur. Le zéro pouvait surpasser en virage serré n'importe quel chasseur allié. Il montait plus vite, pouvait voler plus loin. Son autonomie opérationnelle de 2500 km était tout simplement obscène pour un chasseur de l'époque. Mais ce qui effrayait réellement les pilotes alliés était la philosophie de combat japonaise, parfaitement incarnée par le zéro. Les Japonais avaient tout sacrifié, absolument tout, pour une maniabilité suprême. Il n'y avait pas d'armure pour protéger le pilote. Les réservoirs de carburant n'avaient pas de protection anti-incendie. La cellule était fabriquée avec des alliages très légers, si fins qu'ils paraissaient en papier d'aluminium. Cette philosophie naissait directement du Bushido, le code du samouraï. Pour les pilotes japonais, la protection personnelle était une lâcheté. Un vrai guerrier n'avait pas besoin d'armure, parce qu'il ne prévoyait pas d'être touché. Et s'il était touché, mourir au combat était un honneur, non une tragédie. Le zéro était une katana volant, une épée de samouraï dans le ciel. Pendant des mois, cette philosophie sembla fonctionner parfaitement. Lors des batailles aux Philippines, en Malaisie, aux Indes orientales, les zéros massacraient des escadrons entiers de chasseurs Broster Buffalo et P-40 Warhawk. Les pilotes alliés développaient une désespérance croissante. Certains refusaient même de voler après avoir affronté des zéros. Le traumatisme psychologique était si sévère que les commandants commencèrent à appeler cela la fièvre du zéro. Le lieutenant Edwarder, qui deviendrait plus tard un des premiers as américains de la guerre, décrivit ce sentiment d'impuissance. On savait qu'on allait mourir avant même de décoller. On voyait le zéro danser dans le ciel, et on savait que son avion lourd et maladroit n'avait aucune chance. C'était comme envoyer un boxeur poids lourd affronter un maître d'arts martiaux. La force brute ne servait à rien face à cette grâce mortelle. Les Japonais le savaient, et l'exploitaient sans pitié. Leurs pilotes d'élite, nombreux à avoir une expérience en Chine, avaient perfectionné des tactiques spécifiquement conçues pour le zéro. La plus mortelle était la vrille ascendante. Un zéro poursuivi tirait simplement vers le haut à un angle impossible. Il tournait au sommet de la boucle et tombait sur son poursuivant maintenant désarmé. C'était du balai aérien transformé en exécution. La propagande japonaise proclamait le zéro invincible. Et durant ces premiers mois sombres, personne dans les rangs alliés ne pouvait contredire cette affirmation. Les Japonais avaient réussi l'impossible.
Ils avaient construit le chasseur parfait pour le combat type dogfight, le combat tournoyant qui définissait l'aviation depuis la Première Guerre mondiale. Mais il y avait un problème que les Japonais n'avaient pas anticipé et que les ingénieurs alliés n'avaient pas encore découvert. Le Zéro, dans sa quête fanatique de maniabilité suprême, avait développé une faiblesse fondamentale, une faiblesse si critique que, lorsqu'elle serait finalement découverte, elle transformerait complètement l'équilibre des forces dans le Pacifique. Cette faiblesse était cachée dans la même philosophie qui rendait le Zéro si létal. Les Japonais avaient tout misé sur une seule stratégie de combat, et comme toute stratégie unique, elle avait son contre-attaque parfaite en attente d'être découverte. Il suffisait qu'un pilote la trouve, de préférence avant que trop d'hommes ne meurent en essayant. Le 3 juin 1942, ce pilote s'apprêtait à décoller de l'île de Midway, sans savoir que dans les heures suivantes, il allait accidentellement changer le cours de toute la guerre aérienne du Pacifique. Son nom était le sous-lieutenant Scott McCaskey, et il était terrifié. Scott McCaskey avait 23 ans et 3 mois d'expérience de combat lorsqu'il décolla ce matin-là de Midway. Son F-4 Wildcat, un chasseur trapu et lourd, ressemblant à un tonneau volant comparé à l'élégance du Zéro, vibrait sous ses mains alors qu'il prenait de l'altitude. Il était accompagné de 6 compagnons en formation. À la fin de la journée, seuls 2 reviendraient. La bataille de Midway faisait rage depuis son 2e jour. Les Japonais lançaient tout ce qu'ils avaient contre la petite île, et les défenseurs américains étaient systématiquement décimés. Les bombardiers en piqué Dauntless tombaient du ciel comme des oiseaux aux ailes brisées. Les torpilleurs Devastator étaient incinérés avant même de pouvoir lâcher leurs armes. Et les Wildcats, les Wildcats essayaient juste de survivre. McCaskey avait vu 17 amis mourir en 2 jours. Certains brûlaient vifs dans leur cockpit, piégés alors que les Zéros dansaient autour, tirant des rafales précises. D'autres s'étaient simplement volatilisés dans l'océan, leurs avions détruits tombant comme des météorites vers les eaux bleues du Pacifique. Chaque décollage ressemblait à un suicide autorisé. La radio crépita en urgence. Bandits à 2 heures, altitude élevée. Nombre. Mon Dieu, ils doivent être 30 ou plus. C'était la voix du commandant de l'escadron, déjà tendu après 2 jours de combat infernal. McCaskey tourna la tête et les vit. Une masse massive de Zéros brillant au soleil matinal comme un essaim de guêpes argentées. Ce qui suivit s'inscrivit dans la mémoire de McCaskey avec une clarté cristalline qui le hanterait pendant des décennies. Les Zéros se divisèrent avec une précision militaire parfaite. Certains montèrent pour prendre de l'altitude, d'autres glissèrent sur les flancs. Les restants chargèrent directement vers la formation américaine, moteur Nakaji Sakae rugissant. Le premier Wildcat explosa avant que McCaskey ne puisse réaliser ce qu'il venait de voir. Le lieutenant Jimmy Rawlings, qui plaisantait au petit déjeuner ce matin-là sur les hamburgers de sa mère, disparut dans une boule de feu orangée. Le Zéro qui l'avait atteint tournait déjà pour chercher sa prochaine victime. McCaskey rompit instinctivement la formation, tirant les commandes dans un virage désespéré. Un Zéro apparut instantanément à sa queue, comme téléporté là. Les traçantes passaient près de son cockpit, des lignes brillantes de mort traçant sa sentence dans l'air. Il tira plus fort les commandes, sentant la force G l'écraser contre le siège. Le Wildcat gémit sous le stress. Le Zéro le suivait comme une ombre meurtrière. Ce fut alors que McCaskey commit son erreur, ou du moins ce qu'il pensa être une erreur à ce moment. Pris d'une panique absolue, au lieu de continuer le virage qu'il savait ne pas pouvoir gagner, il poussa violemment les commandes en avant. Le Wildcat, ce tonneau volant lourd et peu élégant, s'élança dans un piqué vertical brutal. La force G négative le souleva contre les harnais. Des objets flottèrent dans le cockpit. Le moteur rugit d'une note aiguë de protestation. La vitesse monta en flèche. 200 nœuds, 250, 300. L'océan approchait à une vitesse suicidaire. McCaskey s'attendait à voir les traçantes du Zéro traverser son avion à tout moment. Il s'attendait à sentir les impacts des canons de 20 mm, déchiquetant sa cellule sans armure. Il s'attendait à mourir. Mais rien ne se passa. Tirant de toutes ses forces sur les commandes, McCaskey sortit le Wildcat du piquet à seulement 300 mètres au-dessus de l'océan. La force G l'écrasa. Sa vision se rétrécit
en un tunnel gris. La cellule craqua de façons inquiétantes. Mais l'avion tint bon. Le bon et robuste Wildcat tint bon. McCaskey regarda frénétiquement autour de lui pour trouver le zéro qui aurait dû le déchirer en morceaux. Il lui fallut quelques secondes pour le localiser. Il était au-dessus, très haut, tournant dans un pattern de recherche comme s'il avait perdu sa proie. Ça n'avait aucun sens. Le zéro était plus rapide en vol stabilisé que le Wildcat, plus maniable en virage, supérieur en montée. Il n'y avait aucune raison pour que McCaskey soit vivant à ce moment, sauf qu'il l'était. Étourdi, McCaskey commença à prendre de l'altitude de nouveau, restant bas et près de l'eau. Sa radio continuait de transmettre des cris désespérés, des explosions, des ordres confus. La bataille faisait rage au-dessus, mais pour la première fois en 3 mois, McCaskey avait échappé à un zéro dans sa chasse grâce à une manœuvre violant toutes les règles du combat aérien. Une manœuvre que les instructeurs lui avaient dite suicidaire, un piqué vertical à pleine vitesse. Le cerveau de McCaskey commença à travailler. Il y avait quelque chose là, quelque chose d'important. Le zéro l'avait eu, mortellement. Et puis il avait simplement arrêté de le poursuivre quand il entra dans le piqué. Pourquoi ? Parce qu'un pilote japonais connu pour son agressivité fanatique abandonnerait une mort assurée. 2 possibilités. Soit le pilote avait été appelé pour aider un camarade, soit il ne pouvait pas suivre le piqué. McCaskey se rappela quelque chose qu'un ingénieur lui avait dit à Pearl Harbor, avant que tout ne parte en enfer. Quelque chose à propos d'avions extrêmement légers ayant des problèmes à grande vitesse de piqué. Quelque chose à propos de flotteurs aérodynamiques, de surfaces de contrôle ne répondant plus correctement aux vitesses terminales. Il regarda en haut de nouveau. La bataille rugissait toujours. Des zéros dansaient parmi les Wildcats restants comme des requins parmi les thons. Mais maintenant McCaskey voyait autre chose. Il voyait une possibilité, minuscule, désespérée, probablement suicidaire, mais une possibilité quand même. Il poussa l'accélérateur en avant et grimpa vers la bataille, le cœur battant et l'esprit calculant. S'il avait raison, il avait accidentellement trouvé la seule faiblesse du chasseur parfait. S'il avait tort, il mourrait dans les 3 prochaines minutes. Il était temps de vérifier. McCaskey retourna dans la bataille avec une clarté mentale grotesquement contrastant avec le chaos absolu autour. Un autre Wildcat venait d'être touché, son moteur vomissant de la fumée noire tandis qu'il tournait hors de contrôle vers l'océan. Les zéros étaient maintenant 3 pour un Américain. Les probabilités n'étaient pas mauvaises, elles étaient impossibles. Mais McCaskey ne pensait plus en probabilité, il pensait en physique, en zéro. Au moment impossible où il avait survécu à ce qui aurait dû être sa mort assurée, il identifia sa cible avec la précision froide d'un chirurgien, choisissant où couper. Un zéro solitaire poursuivait un autre Wildcat à mi-altitude, à environ 2000 mètres. Le pilote américain faisait tout correctement selon le manuel, exécutant des virages serrés désespérés, essayant d'utiliser la supériorité du moteur du Wildcat pour gagner de la distance. Ça ne fonctionnait pas. Le zéro flottait simplement derrière lui, s'approchant inexorablement, prêt à tirer mortellement. McCaskey se positionna au-dessus et derrière le zéro, utilisant le soleil dans son dos. C'était une tactique classique, presque primitive dans sa simplicité. Les Japonais l'utilisaient constamment, mais les pilotes de zéro étaient si confiants en leur supériorité qu'ils ne regardaient souvent pas derrière eux. Pourquoi regarder quand on sait qu'on peut manœuvrer mieux que n'importe qui vous poursuit ? À 500 mètres, McCaskey ouvrit le feu. Il ne s'attendait pas à toucher. Le zéro était trop petit, trop agile, et il tirait de trop loin. Mais ce n'était pas le but. Le but était d'attirer l'attention. Les traçantes passèrent près du zéro. L'effet fut instantané. Le chasseur japonais cessa sa poursuite et vira vers McCaskey avec la grâce fluide d'un prédateur marin. En 2 secondes, ils avaient inversé complètement les positions. McCaskey était maintenant la proie. Le pilote japonais était bon, très bon. Il ferma la distance à une vitesse terrifiante, se positionnant pour un tir parfait. McCaskey pouvait voir les mitrailleuses sur les ailes du zéro clignoter,
prête à cracher la mort. C'était le moment. Maintenant ou jamais. McCaskey poussa les commandes en avant avec toute la force qu'il avait. Le Wildcat tomba comme une pierre lancée d'une falaise. L'altimètre commença à se dérouler comme une roulette folle. 100 mètres, 100, 10 000. Il regarda dans le rétroviseur, ce petit miroir que les pilotes avaient commencé à installer après trop de morts surprises. Le 0 le suivait. Bien sûr qu'il le suivait. Il était plus rapide, plus aérodynamique. Il n'y avait aucune raison qu'il ne le suive pas. 1000 mètres, 900, 800. La vitesse du Wildcat dépassait les 300 nœuds et continuait d'accélérer. La cellule commença à vibrer. Les commandes devinrent dures, presque impossibles à bouger. Le rugissement du vent était si fort qu'il étouffait le moteur. 600 mètres, 500. L'océan remplissait tout son champ de vision maintenant. Un champ infini bleu s'approchait pour l'écraser comme un insecte. McCaskey commença à se demander s'il avait commis une erreur catastrophique. Peut-être que le pilote japonais était simplement assez fanatique pour le suivre jusqu'à l'impact. Peut-être allait-il mourir en testant une théorie stupide née de la panique. 400 mètres, 300. Ses mains tremblaient sur les commandes. Chaque instinct de son corps criait de tirer vers le haut, de sauver sa vie, de ne pas être un idiot suicidaire. Et alors, dans son rétroviseur, il vit quelque chose de magnifique. El Cero había dejado de picar. No gradualmente, no en una salida controlada del picado. Simplemente había dejado de picar. Como si hubiera golpeado una pared invisible a 1000 metros de altura. El caza japonés se enderezó violentamente, sus superficies de control claramente luchando, y comenzó a circular arriba, buscando. McCaskey tiró del control con furia renovada. El Wildcat gimió, crujió, protestó con cada remache, pero obedeció. Salió del picado a solo 100 metros sobre las olas, tan bajo que podía ver las crestas de espuma blanca en el agua. Su visión se estrechó, la sangre se drenó de su cabeza. Por un segundo terrible pensó que se desmayaría, pero no lo hizo. El Wildcat aguantó. Él aguantó y estaba vivo. Más importante aún, ahora sabía con certeza absoluta. El Cero, ese demonio danzante del cielo, ese asesino imposible de superar en giros, tenía una debilidad fatal. No podía picar a alta velocidad, o más precisamente, podía picar, pero sus controles de vuelo se volvían inútiles a velocidades que el Wildcat más pesado y robusto manejaba fácilmente. El Cero era tan ligero, sus superficies de control tan delicadas, su construcción tan extremadamente optimizada para la maniobrabilidad a baja velocidad, que las fuerzas aerodinámicas de un picado de alta velocidad simplemente lo paralizaban. Era fluer aerodinámico llevado al extremo. A velocidades superiores a los 400 km por hora en un picado vertical, las alas y las superficies de cola del Cero comenzaban a vibrar violentamente. Los alerones dejaban de responder correctamente. El timón se volvía casi inútil. El avión se convertía en un ladrillo apenas controlable, y los pilotos japoneses lo sabían. Tenían que saberlo. Era probablemente parte de su entrenamiento básico. Nunca perseguir a un enemigo en un picado de alta velocidad. El Cero no estaba diseñado para eso, pero ese conocimiento también significaba que habían creado un reflejo, un límite autoimpuesto en su táctica de combate, un límite que McCaskey acababa de descubrir que podía explotar. Ganó altitud nuevamente, esta vez con propósito. La batalla todavía rugía arriba, todavía había Ceros cazando, todavía había Wildcats muriendo, pero ahora McCaskey tenía un arma, una táctica, una esperanza. Buscó su próximo objetivo con ojos de halcón. Otro Cero estaba persiguiendo a otro Wildcat. El piloto estadounidense estaba condenado, haciendo giros desesperados que solo retrasaban lo inevitable. McCaskey se lanzó hacia ellos. Esta vez no sería un accidente. Esta vez sería deliberado. Esta vez iba a matar a ese hijo de... Lo que McCaskey hizo a continuación no fue heroico en el sentido tradicional.
No hubo maniobras acrobáticas elegantes, no hubo duelos giratorios cinematográficos. Lo que hizo fue algo mucho más básico, mucho más brutal y mucho más efectivo. Se colocó por encima del cero que perseguía a su compañero y picó directamente sobre él como un halcón cayendo sobre un ratón. El piloto japonés, concentrado en su presa actual demasiado tarde. McCaskey abrió fuego a 200 metros con su Wildcat, acelerando hacia abajo a más de 400 kilómetros por hora. Las balas calibre 50 golpearon el cero en el ala derecha y el fuselaje. Agujeros aparecieron en el metal delgado como papel. El cero se sacudió, perdió su línea de persecución y comenzó a girar para enfrentar a su atacante. Era el movimiento instintivo, el movimiento entrenado, el movimiento que había funcionado 1000 veces antes contra cazas aliados torpes. Pero McCaskey no estaba girando. McCaskey seguía picando. Pasó junto al cero a una velocidad que hizo que el encuentro durara menos de un segundo. El piloto japonés intentó seguirlo, tirando de su control para entrar en el mismo picado vertical, y eso fue su error fatal. A esa velocidad, con esa inclinación, el cero comenzó a hacer exactamente lo que McCaskey sabía que haría. Las superficies de control empezaron a vibrar. El avión entró en lo que los pilotos llamaban compresibilidad. Ese estado horrible donde el avión deja de responder a las órdenes del piloto porque las fuerzas aerodinámicas son demasiado grandes. El piloto japonés luchó con sus controles. McCuskey podía imaginarlo tirando frenéticamente del control, sintiendo esa resistencia aterradora, esa falta de respuesta. El cero continuó su picado, ahora incontrolado, ganando velocidad, las vibraciones empeorando. McCuskey salió de su propio picado a 500 metros. El Wildcat, respondiendo pesadamente pero obedientemente, giró en un arco amplio y miró hacia arriba. El cero todavía picaba, ahora claramente fuera de control. A 300 metros de altura, el piloto japonés finalmente logró sacar al avión del picado, pero las alas estaban visiblemente deformadas, el fuselaje torcido por el estrés. El cero intentó ganar altitud, pero algo estaba roto. El motor tosió. Humo negro comenzó a brotar. El avión perdió velocidad, se inclinó hacia un lado y comenzó a descender en espirales cada vez más cerradas hacia el océano. McCaskey no vio el impacto, ya estaba buscando su próximo objetivo, porque ahora entendía no solo la debilidad, sino cómo explotarla sistemáticamente. La táctica era brutalmente simple: ganar altitud sobre el cero, picar sobre él a máxima velocidad, disparar durante el pase de alta velocidad. Si el cero intentaba seguir en el picado, sus controles fallarían y se volvería vulnerable. Si el cero no seguía, Mackie podía salir del picado, ganar altitud nuevamente y repetir el ataque una y otra vez. Era lo opuesto de todo lo que los manuales de entrenamiento enseñaban sobre combate aéreo. Los manuales enfatizaban los giros cerrados, la maniobrabilidad, el dock clásico, pero contra el cero, el dock era suicidio. Esta nueva táctica, esta cosa fea e inelegante, era supervivencia. McCaskey ejecutó la maniobra 2 veces más durante los siguientes 20 minutos de batalla. El segundo cero simplemente se alejó después del primer pase de alta velocidad, el piloto aparentemente reconociendo que no podía atrapar a un adversario que se negaba a girar. El tercer cero no fue tan inteligente. Intentó seguir a McCaskey en el picado y terminó en el océano con sus alas desprendiéndose por el estrés estructural. Para cuando la batalla terminó, McCaskey había sobrevivido lo que debería haber sido imposible. 3 encuentros con ceros. 3. Y estaba volando de regreso a Midway con su avión lleno de agujeros, pero funcional. Cuando hace solo una hora, cada encuentro con un cero significaba casi certeza de muerte. Cuando aterrizó, sus manos temblaban tanto que apenas podía soltar los controles. Su uniforme estaba empapado en sudor a pesar del frío, a 10.000 metros de altura. Había vomitado en su máscara de oxígeno en algún momento y ni siquiera lo recordaba, pero estaba vivo y tenía información que cambiaría la guerra. El oficial de inteligencia del escuadrón, un mayor llamado Peterson, que había visto demasiados pilotos buenos morir en las últimas semanas, escuchó el informe de McCaskey con escepticismo creciente. Dijo: «Finalmente,
respondió McCaskey, su voz todavía ronca de gritar en la radio durante la batalla. Nunca, nunca intentar girar con ellos es suicidio. En su lugar, usar picados de alta velocidad. El Zero no puede seguirte, sus controles fallan, se vuelve vulnerable. Peterson frunció el ceño. ¿Y si el piloto japonés simplemente no te sigue? Si se mantiene en altitud y espera. McCuskey sonrió por primera vez en días. Entonces subes y lo intentas de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Eventualmente tendrá que bajar para repostar o rearmarse, o cometerá un error, o será lo suficientemente agresivo como para intentar seguirte, y cuando lo haga, hizo un gesto de explosión con las manos. Suena a locura, murmuró Peterson, pero estaba escribiendo frenéticamente porque, locura o no, era la primera táctica efectiva contra el Zero que alguien había reportado, la primera esperanza real en 6 meses de masacre. Hay más, continuó McCaskey. El Wildcat es más robusto que el Zero, puede absorber daño y seguir volando, puede picar a velocidades que destrozarían un Zero. Es más pesado, sí, pero ese peso significa que acelera más rápido en picados. Esas son ventajas. Solo necesitamos dejar de intentar pelear la guerra de ellos y empezar a pelear la nuestra. Peterson terminó de escribir y miró a Muskie con una expresión extraña. ¿Te das cuenta de que acabas de cambiar, posiblemente, el curso de toda la guerra aérea en el Pacífico? McCaskey negó con la cabeza. No cambié nada todavía, apenas sobreviví. Lo que cambiaría las cosas sería si cada piloto estadounidense supiera esto, si lo entrenaran en esto, si lo convirtieran en doctrina. Lo haré, prometió Peterson. Escribiré un informe esta noche. Lo enviaré directamente a Pearl Harbor, a Washington si es necesario. Pero ambos sabían que los informes tomaban tiempo, semanas, meses posiblemente, y mientras tanto, pilotos seguirían muriendo porque intentaban superar en giros a ceros, porque seguían los manuales antiguos, porque no sabían que había una forma de ganar. McCaskey tomó una decisión en ese momento. Necesito hablar con cada piloto de este escuadrón esta noche, antes de que vuelvan a volar. No tienes autoridad para... comenzó Peterson. Me importa una más la autoridad, interrumpió McCaskey con una furia que sorprendió a ambos. Tengo 17 amigos muertos en 2 días. No voy a permitir que ni uno más muera porque no sabía que el Zero tiene una debilidad. Ni uno más. Peterson miró al joven piloto durante un largo momento, luego asintió lentamente. Reunión de todos los pilotos a las 19 horas. Tienes 30 minutos. Más te vale hacer que cuente. McCuskey haría que contara, porque lo que había descubierto accidentalmente no era solo una táctica, era esperanza. Y en ese momento oscuro de la guerra, cuando los japoneses parecían invencibles y el Pacífico parecía perdido, la esperanza valía más que el oro. La reunión de pilotos esa noche no fue nada parecida a las sesiones de información formales habituales. Fue más como una reunión de supervivientes traumatizados compartiendo secretos en la oscuridad. 23 pilotos se apretujaron en la tienda de operaciones, algunos todavía con sus trajes de vuelo manchados de sudor y aceite. Todos habían volado ese día, todos habían visto morir a compañeros, todos tenían esa mirada distante de hombres que habían estado demasiado cerca de su propia muerte. McCaskey se paró frente a ellos, sintiéndose extrañamente inadecuado para el momento. No era un instructor, no era un comandante, era solo un piloto que había tenido suerte y había prestado atención. El Zero no es invencible. Comenzó sin preámbulos, y voy a probarles por qué. Durante los siguientes 30 minutos, McCaskey desglosó metódicamente todo lo que había aprendido. Usó diagramas dibujados a mano en una pizarra, gesticuló con las manos mostrando ángulos de ataque, habló sobre velocidades, fuerzas G, flúter aerodinámico, pero sobre todo, habló sobre supervivencia. Cuando un Zero se te pega en la cola, tu instinto te dice que gires, que intentes superarlo en maniobra. Ese instinto te matará. Continuó McCaskey. Es frágil, no tiene armadura, sus tanques de combustible explotan con solo unas pocas balas y críticamente no puede manejar picados de alta velocidad. Sus superficies de control empiezan a fallar alrededor de los 400 kilómetros por en un picado vertical. ¿Cómo sabes eso?, interrumpió un teniente llamado Williams, escepticismo evidente en su voz. ¿Por qué lo probé?
respondió McCaskey simplemente. 3 veces esta mañana. Cada vez que un cero me persiguió, pisé verticalmente a máxima velocidad. Cada vez el cero no pudo seguirme, o lo intentó y perdió el control. Nuestros Wildcats son más pesados, más robustos, pueden manejar esas velocidades, los ceros no. Así que tu táctica es huir, dijo Williams con desdén. Picar y correr. Mi táctica es sobrevivir y ganar, corrigió McCaskey y su voz afilándose. No hay honor en morir porque fuiste demasiado estúpido para usar las ventajas de tu avión. El Wildcat pica más rápido, el Wildcat puede absorber daño, el Wildcat tiene más potencia de fuego concentrada. Usamos esas ventajas, ganamos altitud, picamos para atacar. Si nos persiguen, picamos más y salimos. Ganamos altitud de nuevo, repetimos. Es un ataque de energía vertical clásico, intervino el mayor Peterson desde el fondo. Los alemanes lo usan en Europa, los británicos también. Funciona, pero requiere disciplina, agregó McCaskey. Requiere que ignores cada instinto que te dice que gires y pelees. Requiere que parezcas un cobarde mientras subes una y otra vez. Pero los cobardes vivos que matan ceros son más útiles que los héroes muertos. El silencio en la tienda era denso. Los hombres procesaban la información pesándola contra meses de adoctrinamiento en tácticas de combate tradicionales. Fue un piloto joven en la esquina, un alférez llamado Davis, que parecía tener unos 19 años, quien habló a continuación. Dijo en voz baja. No sabía que era una táctica, solo estaba aterrorizado y pisé. El cero que me perseguía se detuvo. Pensé que había tenido suerte. No fue suerte, dijo McCaskey. Fue física. Y si cada uno de nosotros lo hace, si nos cubrimos mutuamente, si mantenemos la altitud y atacamos en pasadas de alta velocidad, podemos cambiar esto, podemos dejar de ser víctimas y convertirnos en cazadores. Durante la siguiente hora los pilotos discutieron, debatieron y planificaron. Algunos eran escépticos, otros estaban desesperadamente ansiosos por probar cualquier cosa que pudiera funcionar, pero todos escucharon, porque todos habían visto morir a demasiados amigos. Al final de la reunión habían desarrollado un conjunto básico de tácticas. 1. Siempre mantener ventaja de altitud sobre los ceros. La altura se convierte en velocidad. La velocidad se convierte en supervivencia. 2. Atacar en pasadas de picado de alta velocidad. Disparar y continuar. Nunca reducir la velocidad para mejorar la puntería. La velocidad es más valiosa que la precisión. 3. Si un cero se pega a la cola, picar inmediatamente a máxima velocidad. No intentar girar. No intentar superar en maniobra. Picar, escapar, subir, repetir. 4. Volar en parejas. Un piloto atrae al cero a un picado. El compañero lo sigue desde arriba y lo ataca cuando pierde control. 5. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intentar un dog giratorio con un cero. Eso es pelear su guerra. Peleen la nuestra. Ce texte raconte en détail la tactique du pilote américain McCaskey face au chasseur japonais Mitsubishi A6M0 pendant la Seconde Guerre mondiale. McCaskey découvre que le zéro, bien qu'extrêmement manœuvrable à basse vitesse, a une faiblesse fatale. Ses commandes de vol deviennent inutilisables en piqué à grande vitesse en raison du flotteur aérodynamique. En exploitant cette faiblesse, McCaskey utilise une tactique consistant à gagner de l'altitude, plonger à grande vitesse en piqué sur l'adversaire en tirant pendant la passe, puis remonter pour répéter l'attaque. Cette méthode va à l'encontre des enseignements traditionnels de combat aérien basés sur les virages serrés. Grâce à cette tactique, McCaskey survit à plusieurs combats et change radicalement la doctrine de combat aérien américaine dans le Pacifique. Le texte inclut aussi des descriptions de la bataille aérienne, les défis techniques rencontrés par les pilotes japonais, la réaction sceptique puis enthousiaste des officiers américains et la transmission rapide de cette nouvelle doctrine au sein de l'escadron. La narration souligne le réalisme brut des combats, la brutalité et l'efficacité de la tactique, ainsi que l'importance du courage et de l'innovation pour survivre. Cette histoire reflète un moment clé du combat aérien dans le Pacifique, mettant en lumière le Mitsubishi A6M0, chasseur de la marine japonaise, réputé pour sa légèreté et sa maniabilité exceptionnelles, mais vulnérable face aux tactiques adaptées de ses adversaires.
Les pilotes parlèrent avec des pilotes sur d'autres îles par radio. Les officiers de renseignement envoyèrent des rapports urgents. Le major Peterson travailla jusqu'à l'aube en écrivant une analyse tactique détaillée qui serait envoyée à chaque base américaine dans le Pacifique. Mais le vrai changement ne viendrait pas des rapports officiels. Il viendrait de pilotes enseignant à d'autres pilotes, de survivants partageant ce qui fonctionnait, d'hommes désespérés s'accrochant à tout avantage qu'ils pouvaient trouver. Et le plus important viendrait des résultats, car lorsque d'autres pilotes commenceraient à utiliser ces tactiques et à survivre, quand ils commenceraient à abattre des zéros au lieu d'être abattus par eux, la vérité se répandrait plus vite que n'importe quel rapport officiel. Le zéro avait dominé le ciel du Pacifique pendant 6 mois en s'appuyant sur un avantage singulier, une maniabilité supérieure dans le combat tournoyant. Cet avantage avait tué des milliers de pilotes alliés qui avaient tenté de mener la guerre des Japonais. Mais maintenant, accidentellement, un pilote terrifié avait découvert que le roi du ciel avait des pieds d'argile. Et cette information, une fois libérée, changerait tout. Les Japonais ne le savaient pas encore, mais la marée était sur le point de changer. Pas dramatiquement, pas immédiatement, mais inexorablement. Parce que maintenant les pilotes américains avaient plus que du courage et du patriotisme. Ils avaient du savoir, ils avaient une tactique, ils avaient de l'espoir. Et en guerre, cela change tout. Les premiers signes de changement furent subtils. Dans les 2 semaines suivant la bataille de Midway, les taux de perte commencèrent à changer. Pas dramatiquement au début, mais les officiers de renseignement qui étudiaient les statistiques remarquèrent quelque chose de remarquable. Les pilotes américains survivaient plus longtemps. Les affrontements avec des zéros n'étaient plus des sentences de mort automatiques. Aux îles Salomon, un escadron de Wildcats tendit une embuscade à une formation de zéros en utilisant les nouvelles tactiques. Ils attaquèrent d'en haut à grande vitesse, refusèrent de tourner et abattirent 4 zéros sans une seule perte américaine. C'était quelque chose qui n'était pas arrivé depuis le début de la guerre. En Nouvelle-Guinée, un pilote nommé Void rapporta avoir utilisé l'astuce de Makouski pour échapper simultanément à 3 zéros. Il piqua verticalement, les 3 tentèrent de le suivre, et tous les 3 perdirent suffisamment le contrôle pour que Void puisse s'échapper et reprendre l'avantage. Les Japonais remarquèrent le changement, mais ne comprirent pas immédiatement ce qui se passait. Leurs pilotes rapportaient que les Américains se battaient comme des lâches, refusant de s'engager dans un combat honorable. Ils piquaient et couraient constamment. C'était frustrant, antisportif et terriblement efficace. Ce que les Japonais ne réalisaient pas, c'était qu'ils assistaient à une évolution tactique en temps réel. Les Américains avaient cessé d'essayer de surpasser le zéro dans ce qu'ils faisaient de mieux et avaient commencé à exploiter systématiquement ses faiblesses. Pour le mois d'août 1942, les tactiques avaient été officiellement codifiées. Le lieutenant-commandant John Tash, le même pilote qui avait décrit le zéro comme combattant un fantôme, avait développé ce qui serait connu sous le nom de la tisseuse de touch, une formation en paire qui utilisait la vitesse de piqué et le travail d'équipe pour nier l'avantage de maniabilité du zéro. Mais c'est Makouski qui avait planté la graine. Sa découverte accidentelle que le zéro ne pouvait pas piquer à grande vitesse avait ouvert la porte à toutes ces innovations tactiques subséquentes. Le véritable tournant arriva pendant la campagne de Guadalcanal. Les pilotes américains, désormais entièrement formés aux nouvelles tactiques, affrontèrent des vagues de zéro défendant les têtes de pont. Les batailles aériennes étaient brutales, chaotiques, mortelles, mais les statistiques racontaient une histoire différente des premiers jours de la guerre. Maintenant, le ratio de pertes approchait 1 pour 1. Parfois, les Américains dépassaient même ce ratio. Les zéros étaient toujours dangereux. Les pilotes japonais étaient toujours habiles et fanatiquement courageux. Mais ils n'étaient plus invincibles. Ils n'étaient plus les dieux du ciel qu'ils semblaient être à Pearl Harbor. Makouski vola jusqu'en octobre 1942, lorsque son Wildcat fut finalement touché par le feu anti-aérien au-dessus de Guadalcanal. Il réussit à poser l'avion détruit sur un terrain d'atterrissage d'urgence, subissant de multiples fractures, mais survivant. Il fut renvoyé aux États-Unis pour se rétablir et devint finalement instructeur, enseignant les tactiques qu'il avait accidentellement découvertes à des milliers de nouveaux pilotes. Les historiens débattent souvent sur le nombre de vies sauvées grâce à la découverte de Makouski. Les chiffres sont impossibles à calculer précisément, mais certains analystes militaires estiment que les nouvelles tactiques anti-zéro
toutes basées sur son observation fondamentale, réduisirent les pertes américaines d'au moins 30% entre 1942 et 1943. Cela pourrait se traduire par des milliers de pilotes qui ont vécu alors qu'ils seraient autrement morts. Pour 1943, lorsque des avions américains supérieurs comme le L-46 et le F-4U Corsair commencèrent à arriver dans le Pacifique, l'avantage du zéro avait complètement disparu. Ces nouveaux avions de chasse pouvaient non seulement piquer plus vite que le zéro, mais les surpassaient également en vitesse horizontale, puissance de feu et robustesse. Combinés à des pilotes entraînés aux tactiques d'attaque en énergie verticale, ils transformèrent l'ancien maître du ciel en proie. Mais même avec ces avions supérieurs, les leçons de McCoskey restèrent pertinentes. Ne jamais combattre la guerre de l'ennemi, toujours exploiter ses faiblesses. Utiliser les forces de sa propre équipe, aussi glamoureux que soit-elle. Survie avant la gloire. Les Japonais ne purent jamais adapter fondamentalement le zéro pour contrer ces tactiques. Ils tentèrent d'ajouter de l'armure, mais cela réduisait sa maniabilité, éliminant son principal avantage. Ils essayèrent d'améliorer ses performances en piqué, mais les limites structurelles fondamentales du design rendaient cela presque impossible sans une refonte complète. Le zéro avait été conçu pour une doctrine spécifique de combat aérien. Lorsque cette doctrine fut contrée, l'avion devint vulnérable. C'était une leçon qui se répéterait dans l'histoire militaire. L'arme parfaite pour une stratégie est vulnérable lorsque la stratégie change. Dans les années qui suivirent la guerre, McCoskey parla rarement publiquement de sa découverte. Dans les interviews, il avait tendance à minimiser sa contribution. « J'ai eu de la chance, disait-il, n'importe qui aurait pu le découvrir. Il avait juste été assez terrifié pour tenter quelque chose de stupide. » Mais les pilotes qui volèrent avec lui savaient mieux. Ils savaient qu'il avait pris non seulement la chance, mais aussi l'observation sous une pression extrême. Il avait pris la volonté d'expérimenter quand l'échec signifiait une mort instantanée. Il avait pris la clarté mentale de reconnaître un schéma au milieu du chaos du combat. Et peut-être plus important encore, il avait pris l'humilité de partager cette connaissance au lieu de la garder pour lui. McCoskey ne tenta jamais de devenir un solitaire en utilisant sa découverte. Au contraire, il la partagea immédiatement avec tous ceux qui voulaient écouter. Cette générosité sauva plus de vies que n'importe quel nombre de victoires individuelles. Le zéro resta en service jusqu'à la fin de la guerre, de plus en plus dépassé par des modèles américains supérieurs et des tactiques exploitant ses faiblesses. Pour 1945, il n'était plus guère qu'une cible facile pour des pilotes américains bien entraînés et bien équipés. Le démon du ciel avait été dompté. L'histoire de McCoskey et du zéro est finalement une histoire d'innovation sous pression, de la façon dont le besoin désespéré peut générer des idées brillantes et de la manière dont le savoir partagé multiplie son pouvoir. Un seul pilote, terrifié et luttant pour sa vie, découvrit accidentellement la faiblesse d'une arme apparemment parfaite. Et cette découverte accidentelle changea le cours de la plus grande guerre aérienne de l'histoire. Le zéro japonais avait été vraiment invincible, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, jusqu'à ce qu'un pilote américain effrayé pousse son contrôle vers l'avant en panique et ouvre accidentellement la porte à la victoire. Parfois, l'histoire tourne dans les moments les plus petits. Un pilote, un piqué, une observation, et rien ne redevient jamais pareil.